Réconcilier innovation et contrôle de gestion, c'est possible. L'Open Controlling, un outil pour un contrôle de gestion au service de l'innovation avec Roland Stasia. Mesurer la pertinence d'une innovation avant de la lancer est toujours une gageure. En général, on fonctionne au doigt mouillé, au gut feeling, ou on se donne un budget qu'on ne dépassera pas. C'est le principe de l'effectuation. Car en utilisant les outils, les conventions standards du contrôle de gestion, une innovation n'est presque jamais validée. Pourtant, vous le savez, c'est aussi dans sa capacité d'adaptation, d'agilité et d'innovation qu'une organisation gagne sa résilience. Si la finance ne sait pas intégrer résilience et innovation, elle risque fort d'être hors sol et de ne pas favoriser les bonnes décisions. Relier avec intelligence et pertinence finance et innovation de manière adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, bien peu d'entre nous savent le faire et pourtant c'est tout à fait possible. C'est ce que nous allons voir avec Roland Stasia aujourd'hui. Roland Stasia a été directeur financier de la Société française de mécanique, directeur du contrôle de gestion des activités de recherche, d'innovation, de design du groupe Renault de 2007 à 2014. Contrôleur de gestion hors des sentiers battus, il a réussi à relier innovation et contrôle de gestion, ce qui est une gageure, nous l'avons vu, grâce à un outil et une méthode de mesure de l'innovation rudement bien vue dont il sera question aujourd'hui. Il réussit ainsi à s'affranchir des hyper-incertitudes qui sont malheureusement le lot de l'innovation en les intégrant dans l'étude même de la rentabilité. Et on va voir ça ensemble. Ce qui permet de prendre les bonnes décisions, d'agir dans le bon sens. Roland est l'auteur de plusieurs ouvrages, articles sur la mesure et le management de la performance, sur le contrôle de gestion de la R&D, sur les synergies entre innovation et achat et sur la révolution potentielle de l'innovation par le big data. Il est aujourd'hui professeur en école de commerce, d'ingénieur, de design. Il préside la société de conseil RS Consulting qu'il a fondée voilà une petite dizaine d'années. Roland, pourquoi la valeur actuelle nette, qui est l'un des calculs de base du contrôle de gestion, tue-t-il l'innovation? La valeur actuelle nette d'un projet. Alors peut-être faut-il rapidement rappeler ce que c'est. La VAN, comme on l'appelle en abrégé, est en effet un des indicateurs économiques les plus fondamentaux dans la prise de décision. Elle mesure la capacité qu'a un projet à créer potentiellement de la valeur actionnariale. Et c'est cette valeur actionnariale potentielle qui doit être suffisamment attractive pour que l'on décide de lancer le projet. Alors pour calculer cette vanne, on a besoin de 4 paramètres fondamentaux. Le ticket d'entrée, c'est-à-dire la mise de fonds initiale nécessaire pour le projet, en investissement et en frais de développement. On a besoin d'un deuxième paramètre qui sont les volumes prévisionnels de vente du futur produit ou service. Troisièmement, son futur prix de vente. Et quatrièmement, son futur coût de revient à ce futur produit ou service. Alors, pourquoi cette vanne est-elle toxique pour les innovations, me demandez-vous, Gaël? Eh bien, tout part en fait de la différence qu'il y a entre les projets d'innovation et les projets classiques. Alors qu'un projet classique est bourré d'aléas en tout genre, qu'apprécient d'ailleurs en général les directeurs de projet, un projet d'innovation, quant à lui, est truffé non pas d'aléas, mais d'incertitudes. Car par définition, une innovation doit être une première mondiale. Et qu'y a-t-il de plus incertain que quelque chose qu'on n'a jamais fait? Il y a tout d'abord des incertitudes de marché, avec des volumes et des prix totalement incertains. Et puis, on a des incertitudes de coûts également, puisqu'on ne l'a jamais fait, et surtout s'il y a des nouvelles technologies. Alors, ce sont ces incertitudes qui sont à l'origine du problème, puisqu'elles vont déclencher ce que l'on peut appeler une peur psychologique chez les responsables qui sont chargés de fournir les 4 paramètres dont je parlais à l'instant. La peur de quoi, me direz-vous? La peur de faire des prévisions qui soient trop optimistes. Par exemple, les gens des achats, de la fabrication, vont se protéger en rajoutant des provisions sur leur coût de revient prévisionnel. Les gens de la R&D, de leur côté, vont rajouter ce qu'on appelle des coefficients de sécurité pour le ticket d'entrée et se protéger également. Et puis même le directeur marketing, par exemple, qui doit, lui, estimer les recettes prévisionnelles du projet en termes de prix de vente et de volume de vente,
ben, il va se dire, par exemple, cette innovation est absolument géniale, j'y crois énormément, mais il y a un truc auquel je crois encore plus, c'est la conservation de mon poste de directeur de marketing. Et je n'ai pas intérêt à me gourer systématiquement quand je ferai des prévisions de recettes, de prix et de volume. Sinon, gare à mon matricule. De ce fait, avec un tel raisonnement psychologique, ce directeur du marketing va avoir tendance lui aussi à minimiser les recettes prévisionnelles du projet d'innovation, par excès de précaution, tout simplement. Demandez-vous maintenant quelles sont les conséquences de ces prévisions hyper sécurisées. Eh bien, quand on réalise l'étude de rentabilité d'un projet dont les recettes sont minimisées et dont les coûts sont maximisés, on obtient non seulement une valeur actuelle nette, une fameuse vanne très négative, ce qui signifie destruction de valeur, mais surtout on n'a aucune marge de manœuvre. On ne sait pas sur quoi agir. Personne parmi les managers ne sera OK pour s'engager sur un projet dont la vanne sera très négative. Et on va donc mettre nécessairement à la poubelle, façon de parler, mais c'est le cas, ce projet d'innovation qui s'avère être facialement non rentable, alors que c'est potentiellement une pépite. Personne n'en sait rien. Voilà pourquoi il est dangereux de mesurer la rentabilité d'un projet d'innovation avec les indicateurs économiques classiques comme la vanne, mais aussi comme le ROI ou le TRI. Il faut donc impérativement, et c'est urgent, de mettre à la poubelle non pas les nuggets, non pas les pépites, mais mettre à la poubelle tous ces outils classiques de calcul économique dans le cadre des innovations. Merci Roland. C'est effectivement des choses qu'on a tous vues, hein, la difficulté à avoir un ROI qui ressemble à quelque chose et qui permettent de s'engager sereinement et durablement dans des projets. Alors, avec Open Controlling, toi, qu'est-ce que tu proposes? Tu peux nous expliquer? Oui, alors l'Open Controlling est on va dire que c'est au contrôle de gestion ce que l'Open Innovation est à l'innovation. Et cet Open Controlling comporte en fait deux volets distincts qui n'ont pratiquement rien à voir entre eux. Ce sont deux prestations qui sont derrière cet Open Controlling. Le premier volet consiste à éviter tout ce que je viens de raconter, éviter de jeter à la poubelle donc des pépites potentielles. Et le deuxième volet permet d'innover plus sans dépenser plus. Hein, on dirait presque un slogan publicitaire politique. Donc si je reviens au premier volet, il traite donc la situation des hyper-incertitudes qui entraînent des rejets de projets qui sont d'innovation, bien sûr, et potentiellement rentables. Comme personne n'est à même de prévoir avec certitude les bons prix, les bons coûts d'un projet innovant, l'outil de pilotage que je propose dispose en fait d'une vision et d'une version plurielle de la valeur. C'est un modèle de management de la valeur qui permet de révolutionner le contrôle de gestion, notamment dans sa capacité de discernement. Et cet outil nous sort de la question binaire traditionnelle, rentable, on y va, non rentable, on n'y va pas. Et cet outil donne aussi davantage de chances aux innovations. Alors comment? Il est d'abord triaxial, cet outil, puisqu'il propose trois valeurs. Donc on remplace le critère strictement économique unique par trois valeurs, dont une est économique, mais sous la forme d'une espérance de création de valeur, une espérance de vanne. La deuxième valeur est une valeur stratégique, sous la forme d'un scoring, une note stratégique que l'on donne à chaque projet. Et puis troisièmement, une valeur d'adhésion, qui on va le voir est un critère purement qualitatif. Ces trois valeurs, économique, stratégique et d'adhésion, permettent en fait de répondre concrètement à trois questions. Première question, quel pourcentage de chances le projet a-t-il d'avoir une vanne positive ou nulle? Deuxième question, que vaut stratégiquement ce projet? Quel est son score stratégique? Et troisièmement, quel est le taux d'adhésion des équipiers qui bossent sur le projet d'innovation et qui sont donc affectés à ce projet-là? Vous imaginez qu'avec un tel outil, il devient facile de classer les projets d'innovation, de les hiérarchiser selon ces trois valeurs et de décider dans le bon sens.
D'autre part, il faut savoir que dans cet outil, le remplacement de la vanne par une espérance de vanne supprime en fait tout risque de jeter les pépites à la poubelle, car les fameuses hyper-incertitudes sont intégrées dans l'étude économique elle-même. Pour cela, on utilise des lois d'occurrence qui représentent la façon dont on se trompe quand on fait des prévisions. Et on va aussi mettre en œuvre ce qu'on appelle la simulation de Monte-Carlo, qui permet de calculer un grand nombre de vannes pour le même projet. Et c'est ainsi qu'on obtient un pourcentage de chance d'avoir une vanne positive pour chacun des projets. Le deuxième volet n'a rien à voir, mais il est très intéressant dans le monde de l'innovation parce qu'il permet d'innover plus sans dépenser plus. Et on va se servir pour faire ça des financements qui viennent des pouvoirs publics, comme le crédit impôt recherche, comme le crédit impôt innovation, comme les subventions diverses et variées, mais de façon assez originale. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de maximiser les subventions publiques et le CIR, par exemple, pour avoir un coût net de la R&D qui soit le plus bas possible, on va augmenter notre budget de R&D d'un certain montant, correspondant à ce dont vous avez besoin pour avoir le maximum de pépites. Et puis, afin de rester tout de même constant en dépenses nettes, on va augmenter de la même valeur les subventions et le crédit impôt recherche pour compenser donc cette hausse du budget. Un exemple tout simple, si vous avez besoin d'augmenter de 2 millions d'euros votre budget d'innovation, eh bien vous l'augmentez, vous allez avoir plus de chances de dégager des pépites potentielles et vous allez devoir trouver en même temps 2 millions de plus en subventions et en crédit impôt recherche. Et c'est pour ça qu'on a appelé cet outil l'effet de levier innovation. Merci. On comprend bien comment ça fonctionne effectivement, cette logique. Ouais, ça permet de contourner les systèmes existants, de voir les choses autrement. Et tu l'as mis en œuvre, je crois, dans des contextes très différents. Alors, est-ce que tu peux nous en parler maintenant? Qu'est-ce que ça a permis aussi? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, alors effectivement, bon, je suis personnellement intervenu dans environ une trentaine d'entreprises de taille et de secteurs totalement différents. Chaque année, je forme entre 5 et 10 contrôleurs de gestion, R&D ou innovation par an dans le cadre de l'association DFCG. Et puis j'enseigne, alors ça dépend, entre 5 et 15 heures de temps dans de très nombreuses écoles d'ingénieurs, de commerce et de design. Donc, et puis je donne entre 2 et 5 conférences par an dans des instances très variées, ce qui fait que j'essaye de toucher le maximum de personnes possible. Et je ne peux évidemment pas parler dans le détail de mes clients pour des raisons, bien sûr, d'accord de confidentialité, mais je vais quand même vous citer 2 exemples. Celui de Renault, tout d'abord, puisque cet Open Controlling, en fait, est né chez Renault par le biais de Sophie Hodge, qui a été une thésarde de l'École des mines de Paris, qui a travaillé sur ce sujet pendant 3 ans et qui a trouvé l'essentiel des outils dont je parle dans le cadre donc de sa thèse. Alors, sur l'exemple de Renault, sachez que pendant plus de 30 ans, le chiffre d'affaires annuel de Renault a plafonné autour de 40 milliards. C'était vraiment très constant sur une trentaine d'années. Et sa marge opérationnelle, c'est-à-dire sa profitabilité d'exploitation, est également relativement stable, autour de 3 à 4% par an. Ces chiffres n'ont jamais pu décoller, ça je le répète, malgré le recours à de très prestigieux cabinets de conseil, dont certains associés facturaient 6 500 ou 7 000 euros la journée. En 2006, Renault décide de se lancer dans l'open innovation, sous le regard bienveillant du contrôle de gestion que je dirigeais à ce moment-là, malgré le caractère que je qualifie toujours de olé-olé de ces méthodes de travail d'open innovation. Donc on a joué le jeu dès le départ. Par ailleurs, une direction d'innovation a été créée en 2007 dans cette entreprise Renault, et puis un nouveau directeur du design est arrivé de l'extérieur de l'entreprise. Et ces deux-là, le directeur d'innovation et le directeur du design, ont bossé la main dans la main, et le temps de renouveler toute la gamme, parce que c'est assez long, c'est 4 ans, un remplacement de véhicule, donc il a fallu renouveler toute la gamme, même si le travail ne se faisait pas en série. Il s'est avéré que Renault s'est retrouvé, donc en juillet 2017, le numéro 1 mondial de l'automobile, associé à Nissan et Mitsubishi, bien sûr, ses partenaires, ses alliés, en dépassant les 58 milliards de chiffre d'affaires.
Je répète, 30 ans flat à 40 milliards. En 3 ans, 2015, 2016, 2017, on est passé de 40 à 58 milliards, et en croissance interne, hein, sans parler de quoi que ce soit d'autre. Et en même temps que ce chiffre d'affaires croissait de près de 40% en 3 ans, sur une entreprise qui avait 100 ans d'âge, évidemment, on a même frôlé le record du monde de la marge opérationnelle dans l'automobile à cette époque-là, avec près de 7%. Alors, ce résultat est avant tout dû, évidemment, au talent au pluriel, hein, du directeur de l'innovation et du directeur du design et de leurs équipes qui ont superbement bossé. Mais j'ai la faiblesse de penser que le doublement du budget innovation qui a été obtenu grâce à l'effet de levier dont j'ai parlé précédemment, d'une part, et d'autre part, les possibilités d'arbitrage que le modèle de management de la valeur que j'ai explicité préalablement eh bien, ont méchamment contribué à ce succès. Donc ça, c'est pour le premier exemple sur l'open controlling dans sa vision industrielle. Le deuxième exemple, eh bien, il vient d'une très grande entreprise que je ne peux pas citer, mais qui est dans le secteur de la lingerie, féminine et masculine d'ailleurs, qui avait fait appel à mes services parce que le dialogue entre la directrice financière et le directeur d'innovation consistait en fait en des engueulades régulières. La directrice financière reprochait au directeur d'innovation de ne jamais proposer des innovations rentables quand elles étaient au stade de projet, alors que la plupart des innovations, quand elles existaient, quand elles étaient commercialisées, s'avéraient être rentables. Donc il y avait une dichotomie qui l'énervait bigrement. Et de son côté, le directeur d'innovation reprochait à la directrice financière de toujours utiliser les mêmes calculs, les mêmes types d'outils de calcul économique qui montraient des rentabilités négatives à chacun de ses projets. Donc il se tirait dessus et c'était ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Eh bien, depuis mon passage, pendant seulement 2 petits jours au sein de l'entreprise, eh ben, les 2 collègues s'entendent parfaitement et remplissent leurs ateliers avec des innovations, dont certaines sont rentables, et grâce à l'outil de l'open controlling, ils ont pu trouver en fait un langage commun et le dialogue a pu reprendre de façon tout à fait constructive et surtout apaisée entre le patron de l'innovation et le patron financier. Donner à chacun les bons outils et les bonnes approches pour mener à bien ses missions au service d'un projet collectif ambitieux, c'est l'une des propositions d'Open People Factory. L'outil Open Controlling nous semble particulièrement adapté pour réconcilier innovation et contrôle de gestion en permettant aux contrôleurs de gestion de jouer pleinement leur rôle de business partner. Promouvoir les investissements qui créeront la valeur de demain, c'est aussi une manière d'augmenter la résilience des organisations. C'est un outil qui est très facile à mettre en place. Je vous dis, 2 jours d'intégration, plus peut-être 1 ou 2 journées de spécificité, mais c'est vraiment très facile et très efficace, puisque vous avez une hiérarchie de vos projets qui est non pas sur des critères de rentabilité négative. Lequel projet est le moins négatif en rentabilité? Vous vous rendez compte psychologiquement du désintérêt de l'animation, alors que là, vous avez un classement en pourcentage de chance d'avoir un projet rentable. Donc, vous avez des projets avec 2% de chance d'être rentable et puis des projets avec 40, 50, 60, 70, 80%, 90%. Et l'expérience que j'ai maintenant depuis une dizaine d'années, c'est que dès que vous êtes au-dessus de 60% de chance, eh bien, comme dirait l'autre, il y a de grandes chances, 60% exactement, que le projet soit effectivement rentable. Donc, ça permet de classer de façon très propre et très efficace les projets d'innovation qui conduisent la plupart du temps, malheureusement, à des vannes négatives lorsqu'on fait le calcul traditionnel. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour d'autres sujets reliance et résilience.